C'est démarré, Alain, Patrick? Donc Bon, chers amis, merci d'être là, parce que c'est pas bien chauffé ici, hein, à la fac. Ils sont un peu mesquins sur le chauffage, hein, dans cette université. Parce qu'il n'y a pas de chauffage du tout, là, en fait. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas du tout. Donc, c'est quand même un peu hard, quand même. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il n'y a pas du tout? Je sais pas s'il y en a, pas du tout. Bon, alors, aujourd'hui, on fait le chapitre 14. Là, il ne faut pas du 7. Chapitre 14, et c'est page 291 pour tous ceux qui ont la version poche, et c'est page 207 pour ceux qui ont la version du seuil. Hein, ce chapitre-là. Et alors, tout de suite, je vous annonce, je vous dis ça souvent, mais là, c'est vraiment quelque chose de, c'est une réalité, c'est que c'est un chapitre extrêmement abstrait, totalement abstrait, qui est vraiment, qui verse, qui bascule dans l'abstraction comme c'est pas permis, et qui est d'une difficulté vraiment terrible. Je le mettrais dans les top 10 des chapitres les plus difficiles de toute l'œuvre de Lacan. Je ne mettrais pas comme le plus difficile, mais vraiment dans les 10 plus difficiles de toute l'œuvre de Lacan. Il est à la limite déchiffrable, quoi, tellement il est compliqué. Avec des choses qui sont contradictoires parfois un peu dans le texte. Enfin, moi j'ai trouvé personnellement. Et donc, une chatte, il ne tomberait pas ses chats là-dedans. Hein. Enfin, j'en ai fait quand même un digest, quoi, hein. Un résumé, bien sûr, comme je fais à chaque fois, mais c'est pas de la tarte. Et donc là, je n'ai pas de fil conducteur vraiment, mais je vais me débrouiller avec ce que j'ai fait pour essayer de vous expliquer quand même l'essence un petit peu de ce chapitre qui s'intitule d'ailleurs, le titre même lui-même n'est pas simple, c'est le signifiant comme tel ne signifie rien. Le signifiant comme tel ne signifie rien. Déjà, avec ça, on est servi. Donc, vous savez qu'en linguistique classique, dans la linguistique, c'est la science du langage, eh bien, dans la science du langage classique, le linguiste le plus connu, c'était Saussure, hein, Ferdinand Saussure. Lacan, il en parle. Moi, je ne vais pas m'étendre sur le personnage Saussure, mais il est très connu. Hein, c'est un linguiste qui est mort il y a longtemps. C'est pas un linguiste d'aujourd'hui, mais quand même, il est contemporain d'une certaine façon. Et Saussure, il disait, dans le langage, il y a le signifiant, et il y a le signifié qui est la signification, si vous voulez. Signifié égale signification. Signification, et le signifiant, eh bien, c'est le symbole, si vous voulez, c'est le symbole. Alors, si par exemple, c'est toujours l'exemple qu'on prend très souvent, on dessine une fleur ou un arbre, comme ça, voilà un arbre, et en dessous on écrit arbre. En dessous on écrit arbre. Donc le signifiant, eh ben c'est ça. Le signifiant, c'est ce dessin-là. Et puis le signifié, sa signification, c'est arbre. Voilà, ça c'est la linguistique classique, saussurienne. Hein. Et puis que ma foi n'est pas idiote. Hein. On fonctionne comme ça, beaucoup, nous, avec des significations. On accorde à l'image de l'arbre, dont Lacan dit que c'est une image, et les psychanalystes, comme même Freud disait ça, que c'est une image acoustique. On a en tête une image acoustique. C'est bizarre comme terme, hein, une image acoustique d'un arbre. C'est-à-dire qu'en nous-mêmes, on se dit arbre. Quand on voit l'arbre, on se dit arbre, sans le dire à quelqu'un. Vous pouvez très bien voir un arbre et ne pas l'énoncer, ne pas le dire à quelqu'un, et vous allez vous dire arbre quand même en regardant l'arbre. Donc vous avez une espèce de phonème psychique, intrapsychique, arbre, qui va jaillir dans votre esprit. Hein, une espèce d'annonce acoustique en vous-même, qui est le signifiant. Et puis après, si vous vocalisez, si vous énoncez cet arbre, vous allez dire arbre, et là, vous lui donnez une signification. Pourquoi est-ce que c'est une signification? Eh bien, parce qu'elle est reconnue pour à peu près tout le monde. Quand je dis arbre ici, dans cet amphithéâtre, vous êtes tous à peu près d'accord pour dire que c'est oui, c'est un arbre. Enfin, moi, je le dessine pas bien, c'est pas le problème, mais oui, c'est bien un arbre, quoi. On est OK là-dessus. Donc, on est d'accord sur un sens, une signification par rapport à un symbole qui, tout seul, isolé, n'a pas de signification. Supposez qu'il n'y ait pas d'humain sur Terre, qu'il n'y ait pas d'humains sur Terre, et qu'il y ait quand même des arbres. Ça a dû exister à une époque, hein, ça. Eh bien, les arbres étaient là, mais il n'y avait personne pour les énoncer. Donc, ils étaient des purs signifiants. Les arbres, quand il n'y avait pas d'humains, étaient ce que Lacan appelle des purs signifiants. Des purs signifiants. Et
ce que Lacan essaye de nous énoncer, c'est que d'une certaine façon, l'arbre reste toujours un pur signifiant. Parce que finalement, nous avons une durée de vie, nous, en tant qu'êtres humains, sur la Terre, qui est courte. Hein, nous ne faisons que passer. Et donc, nous ne faisons que nommer transitoirement l'arbre. Mais quand nous sommes morts, l'arbre, il est toujours là. Hein, donc, il est là comme signifiant. Donc, un arbre, c'est d'abord un arbre, comme je l'ai dessiné là, le dessin de l'arbre, le dessin, pas quand je le prononce. Le dessin là, de l'arbre, c'est un pur signifiant tout le temps. Tout le temps. Hein, et d'une certaine façon, le signifiant arbre n'a pas de signification. C'est pour ça que Lacan dit le signifiant comme tel ne signifie rien. Vous comprenez ce que... Hein, si vous êtes mort, l'arbre est toujours là, mais il n'y a personne pour signifier que c'est un arbre. Donc il reste un pur signifiant. Et comme nous passons peu de temps sur Terre, nous sommes essentiellement morts. Hein. C'est vrai, hein. Nous sommes beaucoup plus morts que vivants. Et donc du coup, ben, l'arbre est un pur signifiant, bien sûr. Hein, voilà. Hein. Donc du coup, ça vous explique un petit peu le titre de Lacan, le signifiant comme tel ne signifie rien. Parce que ça a scandalisé un peu les linguistes. Hein. Les linguistes classiques ont été scandalisés par cette phrase de Lacan, le signifiant comme tel ne signifie rien. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il est fou ce mec-là ou quoi? Nous, on sait très bien que le signifiant a un sens. Oui, quand on est vivant et quand on peut l'énoncer, mais autrement. Hein, autrement. Et puis même, quand vous avez, je vous ai déjà donné cet exemple-là, quand vous naissez, la naissance, vous avez un nom. Et puis ensuite, quand vous mourrez, quand vous êtes mort, eh bien, vous avez toujours votre nom gravé sur votre tombe. Et là, vous êtes vivant entre les deux. Mais quand vous êtes décédé, et quand vous n'êtes pas né et quand vous êtes décédé, eh bien, votre nom, il est quand même là. Votre nom, il est là et il est là. Et donc, votre nom est un pur signifiant. Il n'a pas de signification, puisque vous n'êtes plus là. Il renvoie pas, il renvoie à l'idée de vous, mais pas à vous strictement. Donc, d'une certaine façon, il signifie rien. Il signifie quelque chose d'affectif pour la famille qui vient sur la tombe, etc., etc. Mais globalement, humainement, sur la Terre, universellement, il signifie plus grand-chose, si vous voulez, quoi. Hein. D'autant, vous voyez bien qu'il y a dans beaucoup de cimetières, il y a beaucoup de tombes qui sont complètement à l'abandon depuis des siècles, des fois, et elles sont détruites. On ne peut plus lire les noms parce que c'est abrasé par le temps, par la pluie, par les alluvions, etc. Et donc, personne ne sait plus ce que c'est. Et d'ailleurs, souvent, les municipalités enlèvent ces tombes pour mettre des gens frais, si je puis dire, des morts frais à l'intérieur, à la place. Hein. Voilà, c'est comme ça, c'est un cycle. Hein. Voilà, alors, il y a des tombes qui durent longtemps et d'autres beaucoup moins. Mais c'est pour vous dire que voilà que même nous-mêmes, en tant qu'humains, on est nommés comme tels, avec des prénoms et des noms, mais finalement, on ne signifie pas grand-chose, voire rien du tout, parce que quand on est mort, voilà, il n'y a pas grand monde pour nous énoncer. Surtout si on est mort depuis longtemps, hein, et qu'on n'a pas été célèbre, en plus, hein, qu'on n'a pas été célèbre, hein, ça n'aide pas non plus. Hein. Donc voilà, c'était pour vous éclairer un peu sur ce titre. Le signifiant comme tel ne signifie rien. Je voulais proposer un petit peu de manière un peu triviale, qui ne plairait pas aux exégètes de la cause lacanienne, mais peu importe, je m'en fous de ça, moi, hein, de leur plaire ou de leur déplaire, ça ne pose pas de problème. Je fais des choses de façon à ce que vous y entendiez quelque chose. Et Lacan cite tout de suite une phrase de Cicéron. Alors Cicéron, c'était un homme politique, avocat, philosophe, tout ce que vous voulez. Il avait plein de casquettes, cet homme-là, Cicéron, du temps des Romains. C'était un Romain, hein, qui était à peu près moins 100 avant Jésus-Christ. Vous voyez, voilà, pour le situer, à peu près moins 100 avant Jésus-Christ. Et c'était un homme politique un peu véreux quand même, hein, qui a vécu du temps de César, mais qui a survécu à César et qui a vécu aussi du temps du successeur de César, qui était Auguste, qui était le fils adoptif de César. Hein. Auguste est le fils adoptif de César. Et donc Auguste, alors il a plus ou moins conspiré, Cicéron. Il a même beaucoup comploté, conspiré. Il était très conspirateur. Hein. Et donc il était très intriguant. C'était un intrigant. Voilà, il a tellement intrigué qu'il n'a pas plu du tout à Auguste, qu'il l'a fait, lui a coupé la tête et les mains, et qui a fait exploser sa tête et ses mains. Donc il a mal fini, ce pauvre Cicéron. Mais non, tout ça pour dire qu'il a dit une phrase que Lacan reprend, et il dit ceci, Cicéron: combien de merveilles recèle la fonction du langage, si vous voulez bien y prendre garde diligemment. C'est joliment dit, hein, diligemment. C'est pas un terme qu'on emploie souvent, diligemment.
hein. Je vous la relis. Combien de merveilles recèle la fonction du langage, si vous voulez vous y prendre garde diligemment. Alors c'est traduit du latin, hein, parce que dans le bouquin, Lacan donne la phrase en latin et la traduction. C'est une traduction très élastique. Très élastique. Oui, comme souvent chez Lacan. Hein. Comme souvent chez Lacan. Bien sûr, hein, il aimait bien mettre ça un peu à sa sauce, hein, bien sûr, hein, que ça puisse coller au maximum à sa sauce. Mais bon. Alors, après, il parle de structure. Il parle de structure par rapport au signifiant. Je vous explique ce qu'il veut dire par là. Ça, c'est très important chez Lacan. Je vais vous expliquer ça. Ce que ça veut dire, c'est pas si compliqué que ça. La notion de structure, si on veut s'y enfoncer, c'est terriblement complexe. Mais si on reste les pieds, si on arrive à marcher sur l'eau, si je puis dire, hein, eh bien, on arrive à comprendre à peu près ce que c'est. Voilà. Donc, vous avez des signifiants, des symboles comme ça, vous en avez une infinité, je vous ai déjà parlé de ça. Vous en avez une infinité, on pourrait dire moins l'infini, ça n'a pas beaucoup de sens, mais bon, je mets ça comme ça pour vous orienter un petit peu, plus l'infini. Une infinité de symboles que Lacan appelle l'univers des symboliques et qu'il appelle le grand autre. Et même le terme univers n'est pas tellement adéquat parce qu'un univers, ça peut être quelque chose de fini, ça peut être quelque chose qui est borné avec des limites. Sauf si on parle, comme certains physiciens, de l'univers en extension, qui n'a pas de limite, etc. Moi, je sais pas, je suis pas physicien, donc je ne veux pas me prononcer là-dessus. Mais la notion d'univers en expansion, elle est tentante, même si je peux pas vous dire si elle est vraie ou fausse, j'en sais strictement rien. Je ne suis pas scientifique à ce point pour pouvoir me prononcer là-dessus. Et donc, cet univers des signifiants, eh bien, c'est quelque chose qui existe, c'est l'ensemble des symboles, c'est tous les symboles, si vous voulez, tous les symboles. Tout à l'heure, je vous ai nommé l'arbre, je pourrais nommer la chaise, vous, les murs, l'université, la Loire, le grand-père, la grand-mère, la famille, les chiens, les chats, les objets, des milliards de choses, une infinité de choses, c'est tous les symboles. Tous les symboles sont nommés, existent, tous les symboles existent, que nous existions ou pas. Hein, c'est ça. La structure symbolique, le grand autre, il est là, que soyons là ou pas. Et Lacan disait, cette phrase que je vous ai déjà dite, il disait, l'autre se fiche complètement de nous. Il n'a pas besoin que nous soyons là pour être l'autre. C'est-à-dire que quand vous mourrez, quand nous disparaissons, de par la mort, eh bien, les symboles continuent à être là. Ils n'ont pas besoin de vous pour exister. La structure symbolique. Hein. Et même si tous les humains périssaient, de par une catastrophe naturelle ou autre, eh bien, la structure symbolique des symboles serait toujours là. Il n'y a pas de raison. Hein. On pourrait même la trouver dans le désert sous la forme des hiéroglyphes. Hein. Je ne dis pas que dans les hiéroglyphes, il y a tous les symboles, mais c'est une espèce d'imagerie quand même là. Hein. Voilà. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs là quand il parle des hiéroglyphes, il dit les hiéroglyphes dans le désert n'ont pas besoin de nous. Ils n'ont pas besoin de nous pour être ce qu'ils sont, pour être des symboles, pour être signifiants, etc. Et même si Champollion les a déchiffrés, etc. Bon, voilà. Et donc, ça, eh ben, c'est la structure. Ce truc-là, cette espèce de truc infini des signifiants, cette chaîne signifiante infinie, c'est la structure lacanienne que Lacan appelle le langage. Hein. Faut faire gaffe parce que c'est pas le langage tel qu'on le parle. Hein. Il appelle ça le grand autre, mais il appelle ça aussi le langage, Lacan. Le langage. Ou le discours, aussi, parfois. Ou le discours. C'est différent de la parole. Hein. Ce n'est pas la parole. Oui, la langue, parfois, il emploie ce terme-là aussi. Ça peut, mais il faut se méfier, c'est pas exactement la langue quand même. Hein. Il y a une petite nuance avec la langue, hein. Comme avec la parole. Hein. Parce que la parole, c'est quand même l'énonciation. Hein. Parole pleine en psychanalyse, on est censé dire la vérité, etc. Patati patata. C'est la parole pleine. Et puis autrement, on a quand même une parole, nous, qui n'est pas pleine. Elle tend vers une certaine vérité, mais elle l'atteint pas. Elle l'atteint pas. Et de toute façon, la vérité, ça n'existe pas vraiment. Lacan disait aussi cette phrase, il disait la vérité est quelque chose qui n'existe pas. Non, qu'est-ce qu'il disait? Comment il disait ça? La vérité, aucune vérité n'est vraie tout le temps. Voilà, c'est ça. Aucune vérité n'est vraie tout le temps.
Hein, il disait ça, là, une phrase assez étonnante, mais qui est juste. Hein. On ne peut pas rester calé sur une vérité éternellement parce qu'elle peut être démentie ou transformée, changée à tout moment. Mais le terme de vérité n'en est pas pour autant inintéressant. Bien sûr, il n'est pas acheté à la poubelle. Donc ça, c'est la structure. Et cette espèce de structure-là, S1, que Lacan appelle l'autre, eh bien, nous en prenons quelques symboles. Je vous l'ai déjà dit ça. Nous en attrapons quelques symboles pour faire de nous des sujets qui parlent, des sujets parlants, des par-lettres, des sujets parlants. Voilà. Des sujets parlants avec les quelques misérables, quelques milliers de symboles que nous pouvons saisir dans la structure, nous en attrapons quand nous sommes tout petits. Hein. Les enfants commencent par papa, maman, papa, c'est mama, c'est les premiers mots de l'enfant. Et ben voilà, ils attrapent ça dans la structure, ils l'intériorisent, ils se l'introjectent, et puis ils en font le début de leur langue à eux, de leur langue à eux, de leur parole, si vous voulez quoi. Hein. Ils prennent cette structure, mais évidemment, comme nous ne prenons qu'une part, une toute petite part de cette structure, quelques milliers de phonèmes, eh bien, le reste est inconscient. Je mets ICS des deux côtés, là, le reste. Supposons que nous prenions ça, S2, S3, S4. Bien sûr, nous en prenons plus que ça. C'est une image, simplement. C'est une métaphore. Supposons que nous prenions S2, S3, S4. Eh bien, S1, Sn plus 1, Sn moins 1, c'est-à-dire une infinité dans les deux sens, là, eh bien, nous reste inconscient. Nous reste inconscient. Donc, l'inconscient, c'est ça. L'inconscient, c'est ce sont les signifiants que nous ne pouvons acquérir. Ou bien que nous n'avons pas vraiment métabolisé à l'intérieur de nous-mêmes. Mais ces signifiants, ça ne veut pas dire qu'ils soient complètement inertes. Et de quelle façon est-ce qu'ils se manifestent? Parfois, pas de manière globale, bien entendu, mais de manière partielle. Eh bien, dans les rêves, par exemple, hein, dans les rêves, c'est votre inconscient, celui que je viens de vous nommer là, dans les rêves, dans les lapsus, dans les traits d'esprit, ce qu'on appelle les traits d'esprit, les blagues, certaines blagues, les traits d'esprit, mais aussi les symptômes. Les symptômes. Et Lacan dit ceci dans le chapitre, de manière très complexe, mais c'est un peu ça ce qu'il dit quand même, c'est que face à cet autre-là, avec un A majuscule, que nous n'arrivons pas à comprendre, puisque nous ne pouvons pas le maîtriser dans sa globalité. Nous ne pouvons pas. Donc nous sommes dans une sorte de perplexité chronique, insistante, par rapport à cet autre. On est perplexe par rapport à ça, bien entendu. Hein. On est nécessairement perplexe, quoi. Et du coup, on conçoit certaines inquiétudes, certaines angoisses, une inquiétante étrangeté, comme disait Freud, hein, l'inquiétante étrangeté de Freud. Hein. On en conçoit ça, et du coup, eh bien, on peut être ce que l'on appelle névrosé. Le névrosé, être névrosé, c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est un compromis. C'est un compromis que l'on fait avec ce que nous ne pouvons pas absorber de la structure, qui est impossible à absorber dans son entier, mais qui nous inquiète quand même parce que nous savons bien qu'elle est là, cette structure, et donc nous faisons des compromis qu'on appelle les compromis névrotiques qui sont sous forme de symptômes. Soit on a des symptômes un peu obsessionnels, soit des symptômes hystériques, soit des symptômes autres de toutes sortes, de toutes les phobiques, etc., de toute nature, voilà, jusqu'à un certain point. Donc être névrosé, c'est tout à fait normal. Être névrosé, c'est nécessaire d'être névrosé. Les gens qui ne sont pas névrosés, ils sont éventuellement psychotiques, c'est pas une bonne affaire, hein, au change. C'est pas être schizophrène, c'est pas nécessairement une bonne affaire. Donc il vaut mieux avoir une certaine dose de névrose, jusqu'à un certain point quand même, hein, jusqu'à un certain point. D'ailleurs, dans ce chapitre-là, Lacan parle du moment où il y a une bascule, parfois chez certaines personnes, hein, une bascule de la névrose vers la psychose. Ce qui se produit chez ce personnage de Freud, dont Freud a beaucoup parlé et dont je vous ai parlé ici moult fois, Schreber. Hein, Schreber, qui était ce juriste allemand qui a eu de grandes responsabilités, qu'il a eu du mal à assumer, mais qui a eu aussi des échecs aux élections,
et qui, eh ben, lui, justement, a eu une vie à un moment donné tout à fait normale, même tout à fait normalisée, de bourgeois qui avait réussi, etc., qui avait été nommé président de la cour d'appel de je sais plus où, de Leipzig, etc., et qui a eu tout un tas d'honneurs, très haut, il était très haut placé dans l'appareil juridique allemand de Reichstag de l'époque, d'avant-guerre, d'avant la Deuxième Guerre mondiale, et il a peut-être du coup de l'émotion de ses échecs et de l'émotion des nominations qu'il ne pouvait assumer, basculé dans la psychose. Il a basculé dans une psychose paranoïaque, de méfiance par rapport au monde, délirante chez lui. Et Lacan parle dans ce chapitre du moment où, eh bien, chez Schreber, on peut observer qu'il passe de la névrose standard, celle que nous vivons tous, à la psychose, à un moment précis. Enfin, à un moment précis, non, mais selon un mécanisme décrit par Lacan, quoi, dont il dit que c'est pas forcément une vérité. Il dit que c'est difficile de dire très précisément quand Schreber a pu faire le bond fatal pour lui. Enfin, fatal, ça l'a pas tué, mais il est devenu quand même complètement cinglé, ce pauvre Schreber. Et donc, il y a eu un moment de bascule. Il est passé quand même de ce monsieur bien campé, bien planté, embourgeoisé, avec de la réussite professionnelle, familiale, etc., à un fou furieux placé dans des asiles. À de moultes reprises, il a été en asile quand même, Schreber, soigné justement par le professeur Fleischig, qui est un neurologue connu, qu'on connaît encore maintenant, parce qu'il a produit des choses neurologiques qui ont encore un petit sens aujourd'hui. Je me demandais, mais mes confrères doivent savoir ça, je me demande s'il n'y avait pas un signe de Fleischig ou quelque chose comme ça en neurologie. Un faisceau. Un faisceau de Fleischig, Ouais. Un faisceau de Fleischig, ouais, qui est toujours nommé comme ça, un faisceau neurologique, qui est toujours nommé comme ça actuellement. Et donc c'est un personnage dont la consonance nous dit quelque chose comme ça. Et donc ce pauvre Schreber, il haïssait. Enfin, il était ambivalent. Il avait une adoration pour Fleischig qu'il admirait de manière extrême à un moment donné. Et après, il a eu une détestation profonde, une haine totale pour Fleischig parce que il accusait Fleischig d'être à l'origine de tous ses maux et de tous ses tourments. Et il lui a écrit une lettre, genre, que j'aurais pas le temps de vous lire, malheureusement, peut-être un jour je vous la lirai, mais si j'ai le temps, et pas aujourd'hui. Il a écrit une lettre à Fleischig, qui est une lettre d'ailleurs un peu perverse, un peu hypocrite, parce qu'il lui dit: professeur, je vous admire tellement, l'œuvre si magnifique que vous avez faite, etc. C'est tellement fantastique. Mais dans l'interligne, il met: mais vous êtes un beau salaud, quoi, globalement, quoi. Vous m'avez trahi. Si j'ai tous les tourments que j'ai aujourd'hui, c'est quand même de votre faute. Vous êtes allé très loin dans la haine que vous me portez, etc. Il y a une espèce de mélange comme ça dans sa lettre, de haine et d'amour pour Fleischig. Mais à ce moment-là, Schreber n'était pas encore complètement délirant, quoi. Enfin, ça commençait à venir. Mais c'était les moments que Lacan et Freud appellent émotionnels de Schreber. C'est-à-dire que avant d'être, il y avait une espèce de ce qu'on appelle prodrome, c'est-à-dire avant les symptômes psychotiques, délirants, il avait des symptômes annonciateurs de sa psychose qui allaient venir, paranoïaque, qu'on appelle des prodromes, et qu'il a développé sur ce mode-là, sur le mode d'une certaine haine de Fleischig et son désappointement par rapport à ses échecs dans ses œuvres professionnelles de juriste éminent. Et donc, il n'a pas résisté à ces assauts-là, et il a sombré ensuite dans la psychose délirante. Et il y a eu un moment où Schreber, j'ai pas besoin de raconter son histoire en entier, mais il s'est vu comme un sauveur du monde. C'est-à-dire, il s'est dit: il faut que je régénère le monde, absolument. Les gens qui sont dans ce monde ne sont pas bons. Il faut que je régénère tout ce monde, et je n'ai qu'une solution, c'est faire l'amour avec Dieu. Voilà, ni plus ni moins, quand même. Là, il était complètement parti, là. Il était parti en vrille, là. Il faut que je fasse l'amour avec Dieu, mais je ne le peux pas parce que je ne suis pas une femme. Donc, il identifiait Dieu comme un homme viril, doté d'une puissance, de procréation, et il se disait: il faut que je sois une femme, une belle femme,
il disait, il faut que je sois une belle femme, parce que pour se dire Dieu, on ne peut pas être une moche quand même, si possible. Hein. Et il disait, il faut que je sois une femme divine. Il disait ça. Il faut que je sois une femme divine. Et il a énoncé ça à un moment donné sans être encore complètement délirant. Il a dit, il n'était pas tout à fait délirant au moment où il a énoncé ça. Peut-être que ça serait bien que je sois une femme, voilà, parce que pour refaire le monde, etc. Puis à un moment donné, il a sombré complètement dans la psychose quand il a commencé à dire « mais je suis une femme divine ». Vous voyez, là, il y a eu un changement. C'est-à-dire qu'il est passé d'un instant émotionnel, d'une espèce de conviction passionnelle par rapport à Flechsig notamment, et de se dire « si j'étais une femme, ça serait plus simple », à une conviction délirante qui était de dire « je suis une femme divine qui peut être fécondée par Dieu ». Voilà. Là, il était complètement dans le délire, qui peut être fécondé par Dieu, les hommes étant mauvais, méchants, agressifs, me rejetant, etc. Et donc, il faut refaire ce monde, et il faut que je le reféconde, que je le régénère, avec une ribambelle, il a fallu qu'il en fasse beaucoup, hein, avec une ribambelle d'enfants que je vais faire avec Dieu. Voilà. Voilà, c'est ça l'histoire de Schreber, très ramassée, très résumée, mais en gros, c'est ça, quoi. Hein. Et il était vraiment paranoïaque, au sens où il est... Vous savez, je vous l'ai déjà dit maintenant dans le diagnostic statistique manuel, c'est-à-dire dans la dernière mouture de la clinique actuelle, psychiatrique actuelle, la psychose paranoïaque n'existe plus, il reste simplement la méfiance paranoïaque. Je dis pas que c'est bien, hein, je dis c'est comme ça, je constate que c'est comme ça, puis c'est tout. Hein. Dans le DSM-5, il reste la méfiance paranoïaque, c'est tout ce qu'il reste de la paranoïa, il n'y a plus de psychose, et il était bien là-dedans, en tout cas, Schreber, parce qu'il se méfiait des humains au plus haut point. Hein, il se méfiait des humains au plus haut point, il ne les aimait pas, il fallait les changer, faire un changement total, voilà, c'est ça. Par Dieu, en passant par Dieu. Et aussi les rayons du soleil, hein, parce que il n'était pas à ça près, Schreber, il pensait que les rayons du soleil pouvaient également le féconder. Parce que le soleil, c'était aussi Dieu, et enfin, oui, tout était un peu mélangé dans sa tête. Il a eu des moments où il pédalait dans la choucroute quand même sévèrement, hein. Le père Schreber, et c'est pas malheureusement les passages à l'asile, les passages à l'asile de cette époque-là, ça consistait en des douches froides, des comme ça, et c'était à peu près tout, il y avait absolument aucun traitement, donc il a pas pu être vraiment guéri, quoi. Hein. Alors avec le temps, forcément avec le temps, même les plus grands psychotiques arrivent à s'arranger un peu avec les réalités et à être plus prêts à avoir plus de signification, voilà. Hein. Parce que justement, comment il s'appelle, ce pauvre Schreber, et c'est Lacan qui le dit ça, il était manipulé par l'autre justement. On pourrait dire Schreber ici, mais on pourrait dire tous les psychotiques, tous les délirants. C'est-à-dire que au lieu que de, c'est là que c'est un petit peu compliqué, voilà, je vous explique ça le plus simplement possible. Au lieu que de prendre des symboles dans la structure que je vous ai énoncée là, S1, S2, S3, jusqu'à l'infini, moins l'infini, etc., au lieu de prendre quelques symboles pour les faire vôtres, les intérioriser et en faire votre parole, eh bien, vous n'allez plus pouvoir le faire, mais vous allez être manipulé par la structure, par les symboles eux-mêmes. Ces signifiants vont devenir des objets qui vont venir, comme dit Lacan, vous taquiner. C'est le mot qu'il emploie. Hein. Il dit le signifiant devient taquinant. Hein, pour le psychotique, parce que le psychotique ne les comprend pas. Le psychotique est dans un système de perplexité totale. Ça, Lacan reprend ce terme-là, le terme de perplexité inquiétante, hein, l'inquiétante étrangeté de Freud, et Lacan dit, le psychotique se demande tout ce temps, qu'est-ce que, c'est la phrase qu'il y a dans le chapitre, hein, qu'est-ce que, point d'interrogation. Je ne sais pas, parce que qu'est-ce que ça, qu'est-ce que la structure, qu'est-ce que l'autre. Eh bien, on peut mettre 1000 points d'interrogation, on peut mettre 1 milliard de points d'interrogation. Hein. Et donc, si on ne sait pas ce que c'est du tout, si on ne peut pas nommer quoi que ce soit du grand autre, c'est le grand autre qui s'occupe de vous et qui vous rend fou, qui vous rend schizophrène éventuellement ou paranoïaque. C'est lui qui vous structure, qui vous détermine. Voilà ce que dit Lacan. Il dit, le sujet délirant est déterminé par l'autre. Et je vais vous l'expliquer de manière simple. Regardez Schreber. Schreber, il dit Dieu va me féconder. Dieu va me féconder, moi Schreber. Donc Dieu, on peut supposer que Dieu
eh bien, il a tous les symboles, lui. Il est autre, avec un A majuscule. Dieu ou autre, il n'y a pas de problème. Dieu est l'autre, totalement, on pourrait dire. Hein. Que l'on y croit ou que l'on n'y croit pas, le concept divin nous amène à penser que Dieu est l'autre. Et donc, comme l'autre, c'est l'ensemble des signifiants, c'est tous les signifiants, eh bien, Dieu est un signifiant aussi pour Schreber, puisque c'est l'autre, c'est pareil, hein, c'est pareil. Et donc, ce signifiant vient taquiner Schreber, vient le perturber, le rendre perplexe, et le fait délirer. Et donc, d'une certaine façon, Schreber, eh bien, il est dans le désir de l'autre. Il est voué, il est manipulé par le désir de l'autre. Manipulé par le désir de l'autre. Je sais que c'est compliqué, ça. Mais la manière dont je vous l'énonce là, c'est beaucoup plus simple que dans le chapitre. Hein. Parce que si vous lisez le chapitre, c'est incompréhensible. Hein. Ce chapitre, c'est du béton armé, hein, du côté de l'abstraction. Donc, là, je vous donne des exemples qui, j'espère, vous éclairent un petit peu. Dieu, on imagine facilement que Dieu détient tous les symboles. Donc, il est l'autre. Il est la structure. Et comme Schreber veut être fécondé par Dieu, parce qu'il pense que c'est Dieu, effectivement, qui contient tout, Dieu a toute la puissance, eh bien, on voit que Schreber est taquiné par le signifiant, par l'autre. Il est taquiné par le signifiant et il délire parce que il est voué au désir de l'autre. Il n'est plus que l'objet de l'autre. Ce que nous ne sommes pas. Parce que nous faisons des compromis névrotiques avec l'autre sous la forme de symptômes obsessionnels ou compulsifs, ou bien hystériques, comme je disais tout à l'heure, ou phobiques, ou autres, ou dépressifs, éventuellement aussi, Hein. Et puis nous avons aussi une parole, nous avons, là je m'énonce devant vous, je sais pas si je suis clair, mais enfin je m'énonce le plus clairement possible, avec des termes que vous comprenez. Je vous parle pas une langue que vous n'entendez pas. Vous l'entendez acoustiquement et vous l'intégrez parce que vous la comprenez, parce que ce sont des mots que vous avez déjà. Vous avez déjà le stock lexical que j'utilise moi, vous l'avez déjà. Vous l'avez en entier. Vous avez autant de stock lexical que moi. Il n'y a pas de souci. Et donc, vous pouvez comprendre qu'on n'a pas tout le stock. On n'a pas tout le stock. On n'en a qu'une petite partie, je me répète encore pour la énième fois, mais c'est nécessaire hein, pour comprendre ça. On n'a pas tout le stock. Et donc, comme on n'a pas tout le stock, eh bien, on s'en arrange en étant un peu névrosé. Parce que c'est embêtant de ne pas pouvoir tout maîtriser. Le fait de ne pas être tout puissant, si vous voulez. L'enfant, quand il naît, quand il est tout petit, il est tout puissant. Hein? Un enfant qui ne parle pas, qui est dans les bras de sa mère, il est dans un phénomène de toute puissance, dans l'union à sa maman. Il est dans un phénomène d'unité, de globalité, comme un œuf, si vous voulez, de toute puissance. Hein? Un sujet complet. Et puis, quand il entre dans le défilé du langage, dans le défilé de sa parole, quand il devient un être parlant, il perd cette toute-puissance en s'éloignant de sa maman. Il perd sa toute-puissance et il devient un être un peu inquiet de ne plus être tout-puissant, de ne plus pouvoir maîtriser entièrement l'autre, tous les symboles. Ça l'inquiète l'enfant. Alors il va faire des colères, il va être éventuellement dépressif, éventuellement il ne va pas manger ou mal, et puis quand il sera un peu plus grand, il sera instable, il sera angoissé, il va pas bien dormir, etc. Enfin, je ne vais pas vous faire une litanie des symptômes possibles chez l'enfant. Au pire, il sera autiste, mais ça c'est le cas extrême. Hein, c'est pas, on va pas jusque là aujourd'hui. Mais l'enfant s'en arrache comme il peut, y compris avec ses camarades, d'école quand il est en maternelle. Je vous en ai parlé l'autre jour. Hein. Mais ça aussi, c'est un exemple qui peut illustrer ce que dit Lacan par rapport au signifiant. J'essaye de vous faire ça le plus simplement possible. Hein. Mais je vous assure que c'est pas simple de simplifier ce chapitre-là. Hein. Parce que si je vous lis le texte comme ça, vous ne comprendrez pas une phrase. C'est terrible quand même. Hein. Lacan, des fois... Et puis Lacan, bon bah il s'en tirait de ça, en disant, on dit de moi que je suis, vous vous rappelez cette phrase, hein, on dit de moi que je suis illisible, mais c'est normal puisqu'on ne me lit pas, hein. Il disait ça Lacan. Mais
c'est vrai que beaucoup de gens, même le grammairien Pichon, c'était un grammairien qui existait du temps de Lacan, qui était un homme extrêmement cultivé, hein, Pichon, très intelligent, et il disait, il s'adressait à Lacan parce qu'il était ami avec Lacan. Il disait, monsieur, vous lire, c'est du sport. Vous lire, c'est du sport. Bon, Lacan répondait rien à ça, hein. Et Lacan, si, il répondait, oh, c'est pas grave, si vous comprenez pas, vous comprendrez après. Il répondait ça invariablement. Vous comprendrez plus tard. Donc c'est pas grave si vous comprenez pas. Voilà, il s'en fichait complètement. Il expliquait rien du tout, rien, absolument rien, hein. Si vous avez lu le chapitre, il s'énonçait comme dans le chapitre, voilà, hein. Donc les gens qui ont écouté ce chapitre-là ce jour-là, je sais plus en quelle année, 54, c'est ça? 56. 55, 6, Avril 56, je crois. 55, ouais. 55, 56. Je sais plus. 5, 6, 56, merci, 56. D'accord. Le 11 avril. 3 avril 56. Voilà, les gens, voilà, le 3 avril 56, ben, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a compris ce qu'il a raconté, hein. Peut-être une ou deux personnes. Il avait quelques fidèles quand même, hein, quelques adeptes, pardon. Qui c'est, à Lacan? Mais c'est pas écrit, là. Non, pas vraiment. Non, Lacan, il avait c'était Jean-Bertrand Pontalis, qui était un psychanalyste très connu, hein, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui était contemporain, qui était plus jeune que Lacan, hein, et qui était un disciple, entre guillemets, de Lacan, parce qu'après, ils se sont un peu séparés. Mais il disait de Lacan que Lacan avait une intelligence monstrueuse, hein, et c'est vrai. Et donc Lacan, il s'énonçait comme ça, hein. Il travaillait beaucoup, mais il s'énonçait comme ça. Il parlait comme ça dans les séminaires, hein. Comme c'est dit là. Il y a pas d'écriture là-dedans, hein. Il avait quelques notes, Lacan. Ces notes, elles existent, hein. C'est des gribouillis, hein. C'est pas un texte comme ça. Donc le texte qu'il y a là-dedans, c'est ce qu'il a dit, hein. C'est pour ça qu'il voulait pas être publié d'ailleurs, parce qu'il disait, moi mon texte, je l'énonce. Et une fois que je l'ai énoncé, c'est bon pour la poubelle. C'est ce qu'il disait, hein, c'est bon pour la poubelle. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il appelait la publication la poubellication. Hein, il appelait ça la poubellication, et il voulait pas être publié, parce qu'il disait, ça sert à rien d'être publié. Il voulait pas. Hein. C'est son gendre qui l'a un peu obligé à être publié, quoi. Alors, l'écriture automatique, non, je sais pas s'il en faisait, peut-être, oui. Ah oui, d'accord, oui, je comprends ce que vous voulez dire, oui. Tout en parlant, vous voulez dire quoi? Oui, mais bien sûr. On peut faire un parallèle avec Einstein. Par un esprit, faire un parallèle avec Einstein qui, Oui. par des tournures d'esprit tout à fait mystérieuses, pouvait passer d'une équation à une autre pour démontrer, enfin pour expliciter des choses. Et il a fallu à certains mathématiciens 50 ans, 70 ans pour arriver à comprendre comment il était passé d'un énoncé à l'autre. Parce qu'on peut penser qu'il y a certains esprits qui ont comme ça une espèce d'accès immédiat par des contours qu'on ignore totalement. Oui. Il y a des enfants comme ça qui arrivent à comprendre des choses de façon tout à fait étonnante. Alors, ça me fait penser un peu à ce que vous dites. Est-ce que il avait en lui, supposons qu'il soit un génie, effectivement, des sortes de raccourcis de parole que lui-même peut-être n'était pas en capacité de comprendre totalement et qu'il lui a fallu ensuite s'approprier par son travail au cours des années. Bon, c'est peut-être ça que vous vouliez dire un peu, quelque chose comme... Oui, c'est ça, c'est bien, Jean-Claude a bien résumé quand même, je trouve, hein. Cet abord-là, et certainement que c'est complexe, il avait une personnalité complexe, Lacan, donc je sais pas exactement comment il faisait, moi je suis jamais allé à ces séminaires, hein. Donc voilà, je peux pas dire comment il était vraiment, mais il y a quelques petits films où on aperçoit dans son séminaire, hein, mais il voulait pas être filmé, c'est ça que c'est compliqué, hein. Dès qu'il y avait une caméra, c'était dehors, donc il y en a pas beaucoup. Par contre, il y a les enregistrements audio de tout. Il y a beaucoup de gens qui, avec des cassettes, ont enregistré tous les séminaires de Lacan. Il y a tous les audios sur Internet. Vous pouvez trouver tous les audios de Lacan sur Internet. Et puis, il y a la sténotypie de la secrétaire aussi. La secrétaire prenait en sténotypie, ce que maintenant on fait plus, mais c'est-à-dire une espèce de raccourci, comme ça, qui permettait de tout reprendre en allant très vite, en tapant sur un petit clavier. Il y avait une sténotypiste, effectivement, qui était là, qui prenait tout. Donc, on a les textes précis de Lacan, quand même, hein. Et Jacques-Alain Muller, qui est le gendre,
il se tient, je pense, au plus près de ces textes-là. Enfin, plus ou moins, hein, plus ou moins. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Hein. Il y a eu beaucoup de conflits là-dedans, mais on va pas s'intéresser à ça aujourd'hui. Hein. C'est pas ça. Oui, tout à fait. Non, c'est pas à Paris. C'est à Metz. Elle devait se faire à Paris, et puis comme les musées parisiens étaient en grève, eh bien ils l'ont faite c'est au Louvre ou Beaubourg de Metz, je sais plus. Beaubourg. Pompidou. Ouais, c'est le Beaubourg de Metz, quoi. C'est Pompidou de Metz. Il y a une grosse exposition Lacan, hein, très importante, hein, sur l'art. Parce que Lacan était un féru d'art, hein, il avait une connaissance de l'art, notamment de l'art italien, considérable, hein, considérable, de la peinture et de la sculpture et de la littérature aussi. Hein. Il avait une connaissance universelle considérable, Lacan, hein, vraiment monstrueuse aussi, on peut le dire. Hein. Et donc, voilà. Alors oui, tout à l'heure, je reviens à mes moutons, je vous parlais des enfants en maternelle. Les enfants en maternelle. Et je vous disais que les enfants en maternelle, un jour, ils vous disent « ça, c'est mon copain ou c'est ma copine ». Et puis le lendemain, ce n'est plus mon copain, ce n'est plus ma copine. Et c'en est d'autres. Et ça change tout le temps, il y a des interversions comme ça qui se font, des échanges permanents qui se font chez les enfants en maternelle. Et moi, je reçois beaucoup d'enfants étant pédopsychiatre, et donc je vois beaucoup d'enfants qui sont en maternelle, oui, j'en vois pas mal, hein. Et si je leur demande, est-ce que tu as des amis, des copains et des copines? Oui, j'avais un tel ou une telle comme copine, mais aujourd'hui, c'est plus ma copine. Et demain, demain, c'est une autre. Et puis après, quand je le revois, c'est une autre encore ou un autre. Et puis ça change sans arrêt. Et c'est parce que, en fait, si vous voulez, l'enfant, la structure, si vous voulez, l'enfant tout petit comme ça, en maternelle, en petite section, disons, hein, S4, eh ben ça, il ne le maîtrise pas encore. Il le maîtrise que très partiellement. Il a quelques mots, il a du mal avec ça. Et donc, même ses amitiés, ses affects, eh ben, il ne les maîtrise pas non plus. Ils sont mal maîtrisés, ce qui est normal. Donc, il s'essaye à prendre des amis un petit peu dans la structure là, et il les nomme comme étant ses amis. Ça peut être Marie, ça peut être Constance, ça peut être n'importe quoi, tout ce que vous voulez. Hein. Émile, un garçon, voilà. Et puis le lendemain, c'est plus eux, c'est d'autres amis, etc. Et donc, ça nous montre que le petit enfant, dans ses tentatives affectueuses de déterminer ses amitiés, eh bien, il joue avec les signifiants. C'est-à-dire que la copine d'un jour, elle est un signifiant. C'est-à-dire qu'elle ne signifie pas forcément amitié durable. Hein, elle ne signifie pas forcément amitié durable, comme ça peut être chez un adulte comme nous. Hein, et ça peut être simplement une espèce d'objet. L'autre est objectivé, si vous voulez, au point d'être simplement un signifiant, sans signification terrible. Et la signification qui devrait être, si par exemple c'est Émile, on dirait que ça c'est le signifiant, et sa signification ce serait ami ou copain. Mais si du jour au lendemain, c'est versatile et il n'est plus copain, il ne reste que le signifiant, Émile, qui n'a pas de signification, qui n'a plus de signification. Donc l'enfant joue avec les signifiants, c'est l'inverse du psychotique, si vous voulez. Le psychotique est joué par les signifiants, il est déterminé par les signifiants, il est joué par les signifiants, il est manipulé par les signifiants taquinants, comme dit Lacan, alors que l'enfant, lui, c'est le contraire. Il fait l'apprentissage des signifiants, en essayant Émile, par exemple, et puis en le rejetant à un moment donné, peut-être pour le reprendre plus tard. Hein. Et peut-être que en le reprenant plus tard, Émile va devenir définitivement un copain. Et donc, il va prendre une signification arrêtée, une signification quasi définitive, ou presque définitive, une vraie signification, vous voyez? Donc, on arrive comme ça, avec des petits exemples un peu triviaux, je vous l'accorde, mais bon, il faut bien, avec des chapitres comme ça, à comprendre un petit peu la notion de signifiant. Pour les enfants. Et il y a d'autres choses qu'on peut voir chez les enfants petits, alors plus petits encore que les maternelles. Quand les enfants tout petits, les bébés, parce que ça j'en reçois aussi, hein, les enfants tout petits. Hein, quand ils jouent avec les mots, vous avez remarqué ça, que les enfants tout petits jouent avec les mots pipi, caca, etc. Le chien, le chat, ils peuvent nommer de manière altérée, un petit peu altérée à leur manière. Les objets qui les environnent, comme ça. Et avec des répétitions de ça. Hein, pipi, caca, pipi, caca. Moi, je vois beaucoup de tout petits qui me disent ça. Ça les fait rire. Hein.
si je leur dis, mais tu me l'as déjà dit ça, pipi caca, alors ils éclatent de rire. Et puis ils me le redisent. Parce qu'ils ont besoin de cette répétition. Parce que les signifiants ne sont pas assurés pour eux. Les signifiants ne sont pas stables. Hein. Le signifiant, si on prend le mot pipi caca, parce que c'est souvent ça quand même, hein, chez les tout petits, eh bien, c'est mal assuré, c'est instable. C'est instable. Donc l'enfant a besoin de les répéter inlassablement pour que ces signifiants s'installent, s'embourgeoisent et deviennent des signifiants stables qui renvoient, eh bien, qui renvoient au vrai pipi, au vrai caca, si vous voulez, d'une certaine façon, quoi. Hein, voilà. Hein. Mais l'enfant a besoin de s'essayer avec ça. C'est aussi pour cette raison-là que les enfants ont besoin, quand on leur raconte des histoires le soir, ils ont besoin qu'on leur raconte souvent la même histoire. Hein, vous avez peut-être remarqué ça avec les tout petits, quand vous leur racontez une histoire et vous leur dites le lendemain, je vais te raconter une autre histoire. Ah non, 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 la même, hier soir. Alors il faut leur raconter la même, et quelquefois il faut leur raconter 50 fois de suite, quoi, hein, la même histoire. Et bien parce que c'est l'enfant, il fait ça. Il s'essaye avec les mots, il a besoin de jouer avec, de les taquiner. Il n'est pas taquiné par les mots, il les taquine, lui, pour les apprivoiser et en faire des significations. Vous voyez, hein? Je pense que si on aborde les choses comme ça, on est dans le vrai, on est dans le Lacan, vraiment, dans le texte lacanien, hein, et on ne trahit pas. On ne trahit pas. Hein. Mais c'est important parfois d'éclairer par des espèces de métaphores comme ça, hein, peut-être qui peuvent vous paraître parfois un peu simplistes, mais le texte est tellement complexe que vraiment, c'est pas évident. Tout à l'heure, Jean-Claude nous parlait de la formule d'Einstein, et bien il en parle justement, d'accord, de la formule d'Einstein là-dedans. Il parle d'Einstein. Alors je vous en dis deux mots comme ça, puisque ça me traverse l'esprit, parce que j'ai pas vraiment suivi. J'avais commencé à ouvrir mon texte, mais j'ai absolument rien suivi de mon texte, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Donc Einstein, donc voilà, il avait énoncé une formule que tout le monde connaît, qui s'appelle E égale MC2. E égale MC, non, c'est pas MC2 comme ça, c'est MC2, puissance 2. E égale MC2. E égale MC2, c'est la fameuse formule de la relativité d'Einstein. Et Lacan dit que cette formule-là, c'est un signifiant pur. Il dit que c'est un signifiant pur qui n'a aucune signification. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en servir. Ça ne veut pas dire qu'elle ne renvoie pas à des utilisations diverses, et elle a beaucoup servi. Hein. Mais en tant que telle, pourquoi est-ce qu'elle ne signifie rien? Pourquoi Lacan dit ça? Eh bien parce que cette formule, Einstein l'a énoncée, mais elle existait avant Einstein. Hein. La relativité, c'est pas Einstein qui l'a inventée, c'est un phénomène de physique qui était là avant qu'Einstein naisse. Donc Einstein n'a fait qu'énoncer la relativité au travers de sa formule. Donc cette formule, elle est de tous les temps. Et à ce titre-là, elle est insignifiante, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de signification, au titre d'être là, même si nous, on n'est pas là. Quand vous aurez tous disparu, la formule d'Einstein restera une réalité, une vérité. E égale MC2 sera quelque chose d'invariant, même si vous n'existez plus. Vous n'avez pas besoin d'exister pour que MC2 fasse son affaire, si je puis dire, d'une certaine façon. Hein. Et il dit, cette formule, c'est un pur signifiant qui peut tenir dans la main. Il dit ça. Pourquoi est-ce qu'il dit ça, peut tenir dans la main? Ben ça, c'est presque de la physique. Alors moi, je suis pas physicien du tout, mais il y a quand même quelque chose que l'on peut comprendre très facilement dans la formule d'Einstein. Ça, c'est l'énergie. Ça, c'est l'énergie. E, c'est l'énergie dissipée. Et ça, c'est la masse. Qu'il faut pas confondre tout à fait avec le poids, même si c'est un peu la même chose. Parce que la masse, c'est la quantité de matière. Alors que le poids, c'est la masse soumise à la gravité. Vous voyez la nuance? Enfin, c'est pas une nuance très importante. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Comme je vous dis, je suis pas physicien. Enfin, j'ai quand même compris ça. Hein. La masse, chez Einstein, ça désigne la matière. Mais la matière, elle n'est pas la même si elle est dans la gravité, elle est sans gravité ou dans la gravité. Elle n'est pas la même, la masse. Hein. Et donc, du coup, on parle de poids. Quand il y a une gravité, G, une accélération qui s'opère et qui fait qu'il y a un certain poids au lieu que d'appeler ça la masse. Donc, voilà, peu importe. Et le grand C majuscule, c'est la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, qui est quand même, je me rappelle du chiffre, pas exact, mais à peu près, c'est 379 000 km à la seconde. Alors vous imaginez ça au carré.
Le carré de 379 000, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Hein. Et ça, c'est un invariant, c'est une constante, ça. C'est-à-dire que ça, dans la formule d'Einstein, c'est une constante. Alors que M et E ne sont pas des constantes. M et E ne sont pas des constantes. Mais qu'est-ce que nous montre cette... Pourquoi elle tient dans la main, dit Lacan, cette formule-là? Eh bien, parce que il y a C2 étant tellement énorme, étant tellement colossal, étant multiplié, hein, ici c'est un multiplicatif, hein, E égale mc2, m multiplié, la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Hein. Donc, vous imaginez bien qu'il suffit d'une masse toute petite. Une masse toute petite suffit pour une énergie colossale, puisque C2 c'est monstrueux. Hein. Vous comprenez? Donc le m peut être minuscule et l'énergie va être quand même colossale. Et c'est ce qui se passe dans la bombe atomique. Hein. C'est ce qui se passe dans la bombe atomique. Il n'y a pas besoin d'une grosse quantité d'uranium. D'ailleurs, hein, c'est pour ça qu'il y a des bombes atomiques, des bombinettes, comme on dit, qui sont extrêmement dangereux. Enfin, c'est des bombinettes quand même, qui sont pas si grosses que ça. C'est des ogives, hein, dans lesquelles tiennent une petite quantité d'uranium et qui va faire une déflagration monstrueuse parce qu'il n'y a pas besoin, du fait de la formule d'Einstein, il n'y a pas besoin d'une grande masse ici. Une toute petite quantité d'uranium qui tiendrait dans la main, presque, peut suffire, étant donné qu'il s'est multiplié par C au carré ici, la vitesse de la lumière au carré. Vous voyez? Donc ça tient dans la main. Hein. Alors, c'est en partie pour ça qu'ils disent que ça tient dans la main. Ça tient dans la main aussi parce que c'est un signifiant que nous n'arrivons pas à cerner vraiment. Hein. Même si on est physicien, il y a un moment où on s'arrête dans la compréhension de cette formule. Et même Einstein lui-même, il a eu des temps d'arrêt, c'est normal. Tout génie qu'il était, il a eu des temps d'arrêt. Et il y a des gens qui, après lui, ont fait proliférer sa formule, l'ont développée, en ont fait d'autres, etc. Ça veut dire que il y a eu des prolongements aux théories d'Einstein, bien sûr. Hein. Et donc, ce E égale mc2 reste toujours quelque chose de très énigmatique. C'est une sorte d'énigme quand même, ce E égale mc2. On reste perplexe devant ça. Et le côté extrêmement énigmatique nous fait penser que E égale mc2, c'est insignifiant. C'est-à-dire que ça ne signifie rien. Ça ne signifie rien. Parce que c'est quelque chose qui était là avant, de toute façon, avant qu'Einstein arrive, E mc2, ça existait déjà, et ça n'avait pas de signification. Donc ça, Einstein lui en a donné une, mais très partielle, très transitoire, du fait de son existence. Ça dure encore maintenant, mais c'est quand même transitoire. C'est quand même humain, simplement, hein, avec toutes les défaillances que ça comporte, toutes les évanescences et toute la furtivité que ça induit. Voilà, et donc du coup, c'est insignifiant, cette formule. J'ai pas dit insignifiant en un seul mot, hein, insignifiant. Hein. C'est insignifiant. Qui reste une énigme et sans signification, vraiment, quoi. Dont la signification véritable, pleine, eh bien, on ne peut pas l'attraper. On ne peut pas l'attraper, même si on s'en sert pour des calculs savants, que moi, je ne maîtrise pas du tout. Sauf la question de cette masse-là, mais ça, c'est tellement évident que, voilà, c'est pas de la physique complexe, hein. Quelle heure est-il? Je vous ai déjà pas mal, quand même, je vous ai quand même pas mal, sans avoir parlé de grand-chose. Si, parce que j'ai dit quand même pas mal de choses, finalement, par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'il dit là? Quand je recherche des phrases. Oui, alors il dit ceci, ouais, que nous, en tant qu'humains, on aime beaucoup les significations. On n'est pas tranquille tant qu'il n'y a pas de signification. On n'est pas tranquille tant qu'il n'y a pas de signification. On aime bien avoir des significations, et c'est humain, c'est pas, je présente pas ça comme quelque chose de délictuel ou d'infâme qui rabaisse la qualité de l'humain, pas du tout, hein. Non, on a besoin de signification parce que c'est comme ça, ne serait-ce que pour échanger, pour la communication. Pour la communication, eh bien, on a besoin de symboles, etc., et de significations. Sinon, on peut pas communiquer, hein, pour la communication. Et Lacan dit ceci, c'est que l'ennui, c'est qu'on est toujours à la recherche de causes. Il dit ça dans le chapitre, hein.
Il dit c'est qu'il y a un ennui, c'est qu'on cherche toujours la cause des choses, hein, la cause des choses. Voilà. Et on pourrait prendre par exemple la formule d'Einstein en disant c'est la cause de la relativité. Mais non, c'est juste une énonciation transitoire, physique, très lumineuse, géniale. On ne peut pas dire le contraire d'Einstein. Mais c'est pas une vérité. Hein. C'est pas une vérité. On reprend la phrase de Lacan. Hein, aucune vérité n'est vraie tout le temps. Voilà. Et E égale MC2. On pourrait dire, ce n'est pas une vérité qui peut être déterminée comme étant vraie tout le temps. Hein. Non, certainement. Et donc, du coup, on va se dire, mais pourquoi est-ce que c'est pas une vérité tout le temps, cette E égale MC2? Pourquoi? Pourquoi? Donc, là, on va rechercher aussi une cause. Et on va remonter comme ça, et puis on va jamais trouver. On va jamais trouver. Et on se heurte à quoi? Quand on veut trouver des causes. Eh bien, on se heurte au signifiant, justement. On se heurte au signifiant qui n'a pas de signification. Et Lacan, il met une barre comme ça entre les deux. Il met signification en dessous de signifiant, et il met une barre pour dire que ça passe pas entre les deux. Ça passe pas. Ça passe pas. Et la barre, elle est éventuellement infranchissable. Hein, la barre entre signifiant et signification. Alors que pour le linguiste Saussure, il n'y avait pas de barre. Pour Saussure, ça allait de soi que un signifiant, il avait sa signification comme quelqu'un, comme un homme et une femme, le mari à sa femme, etc. Voilà, ouais, c'est un petit peu ça. Le berger à sa bergère, voilà, hein, voilà, signifiant, signification, mais pas pour Lacan. Il met une barre comme ceci là. C'est la notion de cause. Alors, comme on trouve quand même des causes quand même, on en trouve, heureusement d'une certaine façon, mais la cause, ça donne une signification, pas plus que ça. La cause, c'est une signification, pas plus que ça. Parce que si on cherche la vraie cause, on va du côté du signifiant. Mais si on dit ça, c'est la cause de ceci, ça n'est qu'une vulgaire signification parce qu'on n'en est pas sûr. On pourrait se dire à ce moment-là, mais quelle est la cause de cette cause? Vous voyez? Et indéfiniment comme ça. Mais quelle est la cause de la cause de la cause de la cause de la cause? Éternellement. Comme les miroirs, vous voyez? Comme les miroirs dans les miroirs. Et c'est à l'infini comme ça. Quelle est la cause de la cause de la cause de la cause de la cause? Vous n'arriverez jamais au bout. Vous ne pourrez pas. C'est impossible. Vous ne pourrez pas faire vôtre la structure symbolique. La structure des symboles dont je vous ai parlé tout à l'heure en l'appelant comme Lacan, l'autre avec un A majuscule. Ce n'est pas possible. Donc les causes, c'est ce qu'on, je vous l'ai déjà dit, je prends toujours cet exemple-là, bon, c'est souvent ce qu'on entend à la télévision, hein. Il y a des gens qui nous décryptent sans arrêt tout ce qui se passe, hein. De notre envoyé spécial à Brest, qui nous explique pourquoi il pleut. Donc on sait comme ça quelle est la cause de la pluie, grâce à l'envoyé spécial, puisqu'il est spécialisé dans la pluie. Donc on sait. Et donc, ça arrête une signification comme quoi à Brest, il pleut, par exemple. Hein. Alors, ce qui n'est pas vrai, ben, il ne pleut pas tout le temps à Brest. Hein. Alors, il y avait, comment il s'appelle, Olivier de Kersauzon, qui est un breton, il disait, quand on lui disait qu'il pleuvait souvent à Brest, il disait non, c'est pas vrai du tout. Il pleut juste le premier semestre et le deuxième semestre, c'est tout. Mais pas plus. Pas plus souvent que ça. Donc, alors, quelle heure est-il? Ah, l'heure avance quand même, hein, il faut que... Puis je vous ai quand même pas mal assommé. La notion de cause. Oui, Lacan dit que chez le psychotique comme Schreber qui délirait avec le soleil, il y a une idolâtrie, il dit ça dans le chapitre, une idolâtrie du signifiant. Et bien là, vous pouvez comprendre très bien avec Schreber. Schreber, il idolâtrait quel signifiant? Eh bien, Dieu. Mais pas sous le mode de la foi. Pas sous le mode de la foi, Schreber. C'était pas ça. Il idolâtrait sous le mode délirant de celui qui allait pouvoir l'inséminer, carrément, hein, pour pouvoir régénérer la race humaine. Avec lui qui serait transformé en femme. Donc, il y avait une idolâtrie totale de Schreber pour le signifiant. Hein? Voilà, là on comprend le signifiant Dieu. Alors, on peut aussi accorder une signification à Dieu. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas quelque chose non plus de délictuel ou d'infamant. Les gens qui ont la foi
accorde une signification à Dieu, ben, c'est tout à fait respectable. Hein, il n'y a pas de problème à ça. Il n'y a pas de problème. Chacun fait comme il veut. Hein. C'est une liberté de croire ou de ne pas croire. Mais Schreber n'était pas un croyant particulièrement, en tout cas pas dans ce que j'ai lu sur lui. Et donc Dieu pour lui, c'était un signifiant pur, idolâtré, et qui était capable de le régénérer avec lui par fécondation de lui femme, eh bien le genre humain. Est-ce que tu peux me laisser dire juste un petit mot comme Oui, ça? je t'en prie, vas-y. Parce que moi, quand j'ai travaillé avec les psychotiques, j'ai toujours essayé de trouver parfois aussi au moins des ombres de signification dans ce qu'ils pouvaient énoncer et qui n'était pas forcément du délire à l'état pur. Si on fait référence effectivement au Dieu des croyants monothéistes, le Dieu des chrétiens, le Dieu des musulmans, ça peut paraître effectivement assez particulier d'être une femme et d'engendrer quelque chose. Mais Schreber, sans doute, hein, c'était une génération qui avait fait ses humanités et qui avait une bonne connaissance de la mythologie. Ah oui. Et Oui. là, c'est là que le dieu de la mythologie, c'est-à-dire Zeus, c'est quelqu'un qui a commerce avec des femmes, qui a commerce Oui, tout à avec fait, des tout à fait, déesses c'est tout à fait juste. et qui a commerce avec des mortels. Oui. Et qui va engendrer. Ah oui, Zeus, il a engendré toute la suite. Mais aussi Oui. des demi-dieux et tout ça. Oui, oui, oui. Donc, quelque part, déjà, son délire est un peu moins délirant. Y compris Oedipe, hein. Oedipe descend de Zeus. Hein. Absolument. Dans la mythologie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la seconde épouse divine de Zeus, c'est Thémis, Oui. qui est la déesse de la justice. Thémis, elle a la même hauteur et que Zeus. c'est la déesse de la justice. Oui, tout à fait. Et cet homme, il est Juriste. Il est juriste. Oui. Une petite, bon, je Oui, il oui, est fou, oui, mais oui. moi, ça me parle un peu plus. On comprend un petit peu mieux. Mais c'est peut-être bien les thèmes de l'exemple, son mais délire. j'avais pas pensé à la mythologie, c'est tout à fait pertinent. Voilà. Oui, Bon, c'était ça aide. une petite remarque comme ça. La Je sais pas mythologie si ça grecque, vous- hein. si ça vous La parle mythologie un peu, grecque et mais- romaine peut vous aider, effectivement. Jean-Claude a raison, hein, c'est tout à fait ça. Et effectivement, c'était une forme de mythologie pour Schreber. C'est vrai. Je pense que c'était plus du côté de la mythologie que de la foi, vous disiez tout à l'heure. Hein. Que de la foi en un Dieu tout-puissant qu'il aurait vénéré parce que ça aurait été son créateur. Ce n'est pas ça. Hein. Je ne pense pas pour Schreber. En plus, c'est la période en Allemagne où Schliemann découvre Troyes. Ou pardon? Où Schliemann découvre la ville de Troyes. Ah oui, tout à fait aussi, en Turquie, oui. et Oui. C'est quelque chose qui Ah a oui, ça a été fait un parler événement de très important. Oui, tout de à ce fait. que tu disais, là, Oui. du dieu grec. Oui, c'est très intéressant d'avoir des remarques comme ça, parce que ça m'éclaire moi aussi, puis vous en même temps, par le même fait. Hein. Et donc, je me disais qu'aujourd'hui, je vous ai quand même déjà pas mal abasourdi. Hein. Il est 15, et donc je vais en rester là, parce que ce chapitre, je crois vous en avoir donné l'essence aujourd'hui de ce chapitre. Hein. Le trognon, le cœur, hein. Sans avoir tout passé en revue. Je ne l'ai pas essoré totalement, mais quand même, son essence, je vous l'ai donné en essayant de ne pas vous perdre. Et je pense que je ne vous ai pas perdu quand même totalement. Hein. Alors que si je vous avais lu le texte, moi je le comprends, bien sûr, parce que j'ai travaillé beaucoup, mais si je vous avais lu le texte, je n'aurais rien compris du tout. Donc c'est pas mon propos, je l'ai déjà dit 1000 fois. Ici, mon propos, c'est de la transmission. Hein. C'est de transmettre un certain savoir le mieux que je peux, et pas de faire un entre-soi de gens très savants, érudits, qui parlent entre eux et qui reçoivent l'écho de leurs propres paroles, qui sont amoureux de leurs propres paroles dans l'écho qu'ils en trouvent en l'autre, hein, en étant éventuellement jaloux de l'autre d'ailleurs, et en étant dans le même mouvement jaloux d'eux-mêmes, puisque dans l'autre ils se retrouvent eux-mêmes. Hein. Ça c'est une autre chose encore. Donc aujourd'hui je vais vous laisser tranquille après cette image-là, et je vous énonce que le prochain chapitre aura lieu le 5 février, et c'est le phénomène psychotique et son mécanisme, le 5 février. C'est dans 3 semaines, je crois. Hein. Dans 3 semaines. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention d'aujourd'hui sur ce chapitre bien compliqué.